Bonjour à tous donc et merci de vous être joints à nous ce matin pour cette nouvelle rencontre de l'Institut. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Institut. Je suis Jean-Thomas Le Sueur, le délégué général de l'Institut et je souhaite vous dire rapidement quelques mots et seulement quelques mots avant de céder la parole à Laurent Amelot qui est avec moi, chercheur associé à l'Institut et qui mènera les échanges ce matin. Ce que j'ai à vous dire ne prendra que quelques minutes. Permettez-moi d'abord de commencer par remercier nos trois intervenants que Laurent vous présentera en détail dans un moment, le général Scheffer que nous avons vu, le commandant Eudlin et monsieur Thuy Minh Ung d'avoir accepté de nous éclairer ce matin sur l'un des enjeux géostratégiques les plus importants et les plus prégnants du moment, à savoir la politique d'expansion agressive chinoise dans la zone Indo-Pacifique et plus spécifiquement ce matin dans les mers de Chine. Je remercie tout particulièrement M. Thuy Minh Ung, chercheur à l'Institute for National Defense and Security Research, d'avoir accepté de se joindre à nous depuis Taipei. Merci beaucoup, monsieur. Et peut-être vous remercier plus encore d'intervenir en français, puisque vous avez fait vos études à Louvain en Belgique et que vous êtes docteur de l'Université de Louvain. Merci infiniment d'être avec nous et d'être avec nous en français. Alors, ce que je souhaitais vous dire en préambule de nos échanges, c'est que cette visioconférence s'inscrit dans le cadre d'un programme de travail qui va nous occuper toute l'année et qui est intitulé « L'Indo-Pacifique à l'épreuve des ambitions chinoises ». Et c'est ce matin notre deuxième d'un programme de 4 conférences puisque nous avions organisé avec le commandant Eudlin déjà, donc je le remercie à nouveau d'être avec nous ce matin, nous avions organisé une séance extrêmement intéressante en avril dernier, intéressante et nourrissante sur les capacités navales chinoises. Alors, pourquoi ce programme de travail sur l'Indo-Pacifique à l'épreuve des ambitions chinoises? Tout simplement parce que, compte tenu de l'importance prise par la zone ces dernières années et de l'évident durcissement chinois, fait de démonstrations de force et de tentatives d'intimidation musclées, nous connaissons le cas de Taïwan notamment, il nous est apparu indispensable et urgent de travailler sur la question. Mais d'y travailler à notre manière, c'est-à-dire en ne nous contentant pas de décrire ce qui se passe, ce qui est nécessaire bien sûr, mais en tâchant d'élaborer une doctrine d'action, de répondre en quelque sorte à la question la plus politique qui soit, je veux dire la célèbre question qu'avait posée Lénine en son temps, que faire ? Alors, que faire? C'est la question que nous allons nous poser ce matin au sujet précis de la stratégie européenne dans la zone. C'est l'objet de nos échanges de ce matin et c'est aussi l'objet de la note que nous publions à cette occasion, note signée par Laurent Amelot et par le commandant Eudlin, note à laquelle nous vous avons donné accès, si vous l'avez vu, dans notre mail de confirmation que vous avez reçu hier, mais que note qu'évidemment vous pouvez retrouver dès maintenant sur notre site internet. Elle est accessible directement en page d'accueil. Alors, après cette thématique, la question donc de la stratégie européenne dans la zone Indo-Pacifique, nous traiterons au deuxième semestre, donc à la fin de l'année, de 2 autres questions, les routes de la soie maritime, d'une part, et puis d'autre part, en toute fin d'année, l'épineuse et sensible question de la politique chinoise de la France dans la perspective de l'élection présidentielle de l'an prochain. Je ne peux donc que vous inviter à rester à l'écoute des initiatives que nous prendrons dans les mois prochains et dont nous vous informerons naturellement. Mais donc, en attendant, ce matin, attelons-nous à la stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne et au réengagement politique des Européens. Par Européens, nous entendons Union européenne et États membres, car il ne faut pas opposer les deux, loin s'en faut. Au contraire, il faut les conjuguer. Ce réengagement politique nous apparaît absolument vital, nécessaire et impératif. Vous le savez tous, le Conseil de l'Union européenne a adopté une stratégie pour la coopération dans la région Indo-Pacifique en avril dernier. On attend les précisions et les détails de la Commission et du haut représentant de l'Union européenne pour la fin de l'année. Voilà le cadre dans lequel va se situer nos échanges ce matin. Pour en parler précisément, je passe la parole à l'homme de l'art. Cher Laurent, c'est à toi. Bonjour et merci Jean-Thomas. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, merci de participer à cette conférence. Cette conférence qui s'inscrit donc dans le cadre du programme Indo-Pacifique, qui est la deuxième de notre programme, après celle consacrée au défi naval chinois de mars. Et donc aujourd'hui, nous avons évoqué la question de l'Union européenne face aux revendications de la Chine dans les mers éponymes. Donc parfois qualifiées de mer de Méditerranée de l'Extrême-Orient,
de leur potentiel de coopération, leur richesse sous-marine ou l'importance des flux commerciaux qui y transitent, les mers de Chine sont également le théâtre de conflits maritimes parmi les plus complexes de la planète, où s'enchevêtrent revendications territoriales et réalités de puissance, en particulier entre la Chine et les États-Unis. La montée en puissance de la Chine et sa politique agressive génèrent de multiples tensions qui inquiètent chancelleries aussi bien locales que occidentales. L'hypothèse d'un conflit, en particulier sur Taïwan, est posée. En effet, si la marine chinoise est appelée à supplanter la marine américaine en termes de tonnage en particulier, certains riverains des mers de Chine s'interrogent sur la réalité de l'engagement américain à leur côté dans l'hypothèse d'un conflit grave avec la Chine. Cette dernière, pas nécessairement assurée de la force de sa marine de guerre, privilégie la mobilisation de sa milice maritime, mais également de ses unités de garde-côte pour atteindre ses objectifs, qu'il s'agisse de faire des mers de Chine une mer ou un lac intérieur et un bastion pour sa marine de guerre afin d'assurer la sécurité de ses approches maritimes. Le tout en restant en dessous des seuils de la conflictualité. Les défis qui en découlent sont multiples et pourraient devenir un enjeu de sécurité internationale si la fluidité des routes maritimes commerciales critiques venait à être remise en question. Face à ces perspectives, l'Union européenne, qui dispose d'intérêts multiples dans la zone, ne peut rester insensible face à l'évolution des rapports de force locaux. Si les contours de sa future stratégie de coopération dans l'Indo-Pacifique, dévoilée en avril 2021, marque clairement une volonté de se réengager politiquement dans cette méga région pacifique, les mers de Chine, par contre, ne sont évoquées que de manière indirecte. Pourtant, elles sont le point chaud de l'Indo-Pacifique. Aussi, alors que l'Union européenne doit présenter à partir de septembre prochain sa stratégie finalisée, il est indispensable que celle-ci intègre la composante, le volet, le chapitre mer de Chine dans ses réflexions et qu'elle s'interroge, par exemple, sur l'impact des défis posés par les tensions de la mer de Chine sur ses intérêts, sur la manière de répondre à la politique provocatrice de la Chine à l'encontre de nos partenaires locaux, ou alors sur la posture qu'on doit adopter pour apparaître comme un acteur autonome, crédible et légitime dans la région. Afin de répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 intervenants de grande qualité. Le capitaine de vaisseau Eudeline, breveté de l'école navale, breveté d'enseignement militaire supérieur, docteur d'école pratique aux études, membre correspondant de l'Académie de marine royale suédoise et spécialiste de la Chine maritime. Le général Schaeffer, Saint-Cyrien, breveté d'enseignement militaire supérieur et technique, maître en chinois, ancien attaché de défense en Thaïlande, au Vietnam et en Chine, membre du groupe de réflexion Asie 21 et spécialiste de la Chine et non département des questions des mers de Chine. Et M. Hong Xiuming, docteur de l'Université libre de Louvain, chercheur à l'Institut for National Defense and Security Research à Taipei et spécialiste de la Chine et des questions du détroit de Formose. Ce colloque s'inscrit dans le prolongement de la publication par l'Institut Thomas More du Policy Paper numéro 49, rédigé conjointement entre le capitaine de vaisseau Eudeline et moi-même, et intitulé « Du Japon au Vietnam en passant par Taïwan, quelle stratégie pour les Européens face aux revendications chinoises ?» Messieurs, je vous laisse la parole, et en premier, au capitaine de vaisseau Eudeline. Mon commandant, c'est à vous. Merci beaucoup, Laurent. J'essaye de partager l'écran et je pense que cela a réussi. Voilà. Oui. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Voilà, donc pour comprendre le problème de l'Asie du Sud-Est et des mers de la Chine méridionale et de la Chine orientale, en fait, il faut d'abord
pardon, il faut d'abord comprendre les enjeux politiques et économiques de la Chine et pourquoi elle a adopté une stratégie maritime. Donc, c'est un peu un complément de ce que j'avais dit la dernière fois et j'espère que je serai suffisamment clair, bien qu'il ait fallu faire quelque chose de concis. Donc, d'abord, les objectifs politiques de la Chine actuellement, la Chine, je parle de la Chine continentale, hein, la Chine communiste, la République populaire de Chine, c'est d'atteindre le rêve chinois tel que l'a défini le président Xi Jinping. Et ce rêve chinois, c'est donc pour le centenaire de la prise de pouvoir sur le continent par Mao en 2040. Donc, le centenaire aura lieu en 2049. Donc, la première chose à faire, c'est recouvrer l'unité politique de la Chine, c'est-à-dire la réunification du pays avec Taïwan, les îles Diaoyu, hein, ou Senkaku au Japon, et aussi prendre la mer de Chine méridionale et les différents archipels au fond qui s'y trouvent. Empêcher l'émergence d'opposition dans ces provinces internes, hein, parce que les révoltes ont conduit un petit peu à la chute de la Chine, à la chute du moins de son pouvoir économique à partir du 19e siècle. Donc là, les provinces internes, c'est le Xinjiang, le Tibet et Hong Kong, si je puis appeler Hong Kong une province. Le développement économique gage de la stabilité sociale, donc ça c'est absolument indispensable. C'est une promesse du président de sortir l'ensemble des Chinois du seuil de pauvreté, et cela a commencé réellement à partir de l'ouverture au monde par la mer de la Chine en 1979 grâce à Deng Xiaoping. Donc et plus récemment, le président Xi Jinping a lancé l'initiative Ceinture et route de la soie de façon à augmenter, à accroître l'accroissement économique, le développement économique. Donc pour cela, il a fait le choix de la stratégie maritime qui s'est maintenu puisqu'il y a un véritable continuum temporel entre Deng Xiaoping et Xi Jinping aujourd'hui. Alors, il comprend deux choses. C'est d'abord commander les approches maritimes que sont les mers de Chine et ensuite sécuriser les flux d'approvisionnement et les intérêts chinois dans le monde. En 2011, dans un livre blanc sur le développement pacifique de la Chine, la Chine avait défini ce qu'elle appelle les core interests. Ces livres blancs sont publiés en mandarin et en anglais. Donc, et la traduction serait l'intérêt central, vital, national, etc. On retrouve la souveraineté nationale, ce qui est évident dans tous les pays, la sécurité nationale, l'intégrité territoriale et la réunification du pays. Et là, on voit tout de suite ce que je disais tout à l'heure à propos de Taïwan. Le système politique de la Chine établi par la Constitution, autrement dit le système communiste, et la stabilité sociale globale, ainsi que les garanties fondamentales pour assurer un développement économique et social durable. Bonne économie veut dire paix sociale, et paix sociale veut dire maintien du système politique et donc la possibilité pour lui de perdurer. Je vous avais déjà montré cette citation la dernière fois parce qu'on dirait vraiment que c'est un mantra, c'est le mantra des dirigeants chinois actuellement. Celui qui commande la mer commande le commerce, celui qui commande le commerce commande la richesse du monde et par conséquent le monde lui-même. C'était Sir Walter Raleigh qui avait dit ça à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe. Quelque chose de très important qui a toujours été vérifié dans l'histoire du monde. Alors, pour cela, il faut aussi se souvenir un petit peu de l'importance géostratégique des océans. Je suis désolé de repartir un petit peu à la base, mais ça aidera à comprendre beaucoup de choses. D'abord, les terres ne représentent que 29% de la surface du globe. 71% du globe est recouvert par les océans. 77% des pays sont reliés par les océans, c'est-à-dire par la liberté de navigation. Donc, il y a un contact direct entre Brest et Karachi, par exemple, en passant par la mer. Car il y a seulement 44 pays dans le monde qui sont enclavés. 90% des marchandises transitent par la mer dans le monde.
80% de la population mondiale vit à moins de 200 km des côtes. Voilà, donc on peut abreuver on peut irriguer les activités de cette population directement. Et 93% de la population vit dans un pays ayant accès à la mer. Cela montre l'importance géostratégique des océans. Voyons voir maintenant l'importance économique de la mer. D'abord, elle permet les importations de matières premières, flux énergétiques, donc charbon, pétrole, gaz naturel. C'est particulièrement le cas pour les pays qui en sont partiellement dépourvus. C'est le cas de la Chine, c'est le cas du Japon, c'est le cas de Taïwan, entre autres. Les flux de matières premières nécessaires à faire fonctionner ces industries. Les denrées alimentaires, dans le cas de la Chine, souvenons-nous que la Chine n'a que 10% des terres arables et 20% de la population mondiale. Donc, les ressources halieutiques qui se trouvent en mer sont très importantes en Asie et les produits de l'agriculture, bien évidemment. Enfin, il y a l'exportation des produits manufacturés qui ont été manufacturés à partir des matières premières, l'exploitation minière offshore et l'industrie maritime, bien évidemment, et quelque chose de nouveau qui devient extrêmement important, c'est l'exploitation des ressources génétiques marines. Donc, le choix maritime qui a été fait par la Chine, comme on peut le voir avec les ports, les ports gigantesques qu'elle a construits le long de ses côtes, eh bien, c'est simplement ayant étudié l'histoire, à défaut de prévoir le futur, elle permet de l'éclairer. Donc, encore une fois, liberté de navigation et richesse des océans sont quelque chose de très important. En 1978, donc Mao étant mort en 1976, en 1978, c'est le début de l'ouverture de la Chine. Son commerce ne représente que 1% du commerce mondial. En 2010, elle est première exportateur mondial et deuxième importateur mondial. Et en 2013, elle est premier partenaire commercial mondial. Comme vous pouvez le voir, elle a dépassé les États-Unis largement. Donc, en 2013, cependant, le taux de croissance de son PIB décroît sans arrêt, c'est normal, le PIB ne peut pas atteindre le ciel. Donc, il y a une difficulté et le président Xi Jinping lance en 2013 la Belt and Road Initiative, c'est-à-dire les routes maritimes de la soie et la ceinture terrestre. Par cela, il s'agit de renforcer l'économie chinoise en contribuant à l'ouverture des routes maritimes et de corridors commerciaux à travers les continents, de façon à améliorer sa connexion au reste du monde. Quand je dis au reste du monde, en fait, c'est le reste du monde à l'exclusion des Amériques. Voici une carte qui montre l'importance supérieure de la route maritime de la soie du XXIe siècle. Ce ne sera pas par le train, mais c'est essentiellement par la mer, puisque grâce sur mer, il y a la liberté de navigation. Alors, il y a un certain nombre de corridors, comme ici, là, et le corridor du CPEC qui va vers le Xinjiang, qui sont en cours de fabrication, mais vous voyez qu'ils passent là dans des zones particulièrement dangereuses du Pakistan et à proximité immédiate de l'Afghanistan. Et ici, ça traverse le Myanmar. Donc, ces corridors terrestres posent des problèmes douaniers, techniques et surtout sont soumis aux aléas géopolitiques du fait des nombreuses frontières terrestres. En Poitiers apparaît la route de la soie arctique. Donc, la Chine attend avec impatience, pardon, j'ai sauté. La Chine attend avec impatience, comme la plupart des pays asiatiques, l'ouverture de cette route par le nord, par l'Arctique, qui sera 30% plus courte que par les routes maritimes traditionnelles de l'océan Indien et de la mer Rouge et de Suez. Cependant, la Chine a un problème. C'est ce que j'appelle une île géopolitique, puisqu'elle est finalement, tous les pays autour d'elle ont toujours été des ennemis et sont au mieux très, très inquiets de voir son développement.
C'est ce qui explique, entre autres, que Deng Xiaoping avait dit « Cachez votre force, attendez votre heure ». Une politique, je dirais, qu'il a suivie très longtemps. Alors, cette Chine, elle a aussi été frustrée elle a été frustrée par l'adoption de la loi de la mer, la Convention de Montego Bay de 1992, puisque cette Convention de Montego Bay ne lui est pas favorable. Aucune des îles de la première ligne ne lui appartient. Et finalement, c'est un pays gigantesque qui est en fait une zone économique exclusive extrêmement restreinte. À titre d'exemple, dans ce tableau, et vous le retrouverez dans la publication, je vous montre que les États-Unis ont un territoire maritime qui est presque équivalent à son territoire terrestre. Il a 20% de plus de territoire maritime simplement. La France, elle, qui a de nombreuses îles dans les principaux océans, a 17 fois plus de mers, de zones économiques exclusives qu'elle n'a de territoire terrestre. Le Japon, c'est 12 fois plus, et la Chine, vous voyez, 0,4%. Donc la Chine est vraiment mal placée de ce côté-là, alors qu'elle mène une politique parfaitement maritime. Donc, ce qu'il lui faut dans un premier temps, c'est commander ces approches maritimes. Et ces approches maritimes, c'est extrêmement important pour elle, c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Or, comme vous pouvez le voir sur cette première ligne d'îles, aucune des îles qui forment cette première ligne d'îles ne lui appartient. Et elle est donc obligée de passer dans des détroits qui pourraient être, même s'ils sont internationaux, qui pourraient être contrôlés par des adversaires et en temps de guerre, bloquer ces afflux de matières premières, bref, ces flux de matières énergétiques et premières, ainsi que de produits manufacturés, ce qui équivaudrait à l'arrêt de ces industries et donc à des problèmes sociaux probablement très difficiles. Donc, la Chine a besoin pour cela elle a 3 missions à faire: assurer ses flux maritimes, contrôler les flux maritimes étrangers éventuellement, et maintenir sa dissuasion océanique. Pour cela, elle a des bases, entre autres obtenues par le renflement des hauts fonds, et des moyens navals, donc, que sont ceux de la marine de guerre chinoise, de la garde-côte qui a une supériorité cinétique de la plupart de ces bateaux sur les autres gardes-côtes locales et numériques surtout, sans compter la milice maritime qui a une supériorité dans tous les domaines sur la seule autre milice maritime qui existe dans la zone, qui est la milice maritime vietnamienne. Alors, quels sont les intérêts économiques et stratégiques de cette mer de Chine méridionale? Donc, j'ai parlé du contrôle des ressources. Il y a des ressources énergétiques qui sont actuellement peu exploitées. Les ressources halieutiques, il y a 10% des prises mondiales qui se font dans cette mer de Chine méridionale. Il y a donc le contrôle des flux magnétiques des 5 grandes puissances économiques qui sont dans cette mer de Chine méridionale. Encore une fois, c'est la Corée du Sud, le Japon, Singapour qui est à l'extrémité, mais vous avez la République de Chine, Taïwan et la République populaire de Chine, sans compter le Vietnam dont le PIB croît assez rapidement. Donc, il y a un problème de risque de blocus qui pourrait mettre à genoux un quelconque de ces pays par celui qui le provoquerait. Le contrôle des accès maritimes et des détroits de la première ligne d'île est absolument un impératif pour la Chine et donc éventuellement Taïwan. Et la mise en œuvre du concept de bastion, dont je ne parlerai pas beaucoup plus, puisqu'il permet simplement de protéger les sous-marins de la flotte océanique stratégique de la marine chinoise qui sont encore un peu trop bruyants pour aller sur le grand océan sans risque. Donc, la République populaire de Chine revendique donc toute une zone qui apparaît ici, ce qu'on appelle la langue de bœuf ou la ligne en 10 traits, voilà, qui englobe Taïwan, et donc revendique la propriété de
bien que ce soit tout à fait à l'encontre, bien que cela aille tout à fait à l'encontre du droit de la mer, elle revendique une propriété historique sur cette zone, ce qui génère des différends maritimes extrêmement importants avec tous les pays locaux. Donc la Chine utilise la force pour cela. Il est intéressant de voir que finalement, elle représente ces traits de façon, elle ne les définit jamais géographiquement, mais ces 10 traits, elle les place toujours sur des cartes plus ou moins précises, et elle donne le même tracé à ces traits qu'elle donne à ses frontières nationales. On peut donc considérer qu'elle considère que ce sont des frontières nationales. Le détroit de Taïwan, donc vous voyez qu'il fait 65 000 nautiques, ce qui fait à peu près 120 km, dirons-nous. Et vous avez là les principales îles qui dépendent de Taïwan, hein, je ne parle pas de celles plus au sud, mais il y a donc Quemoy et les îles Pescadores, celle-ci n'en fait pas partie. Si nous regardons maintenant le problème que cela pose à Taïwan, que pourrait faire la Chine pour Taïwan? J'ai déjà parlé du blocus, hein, qui serait le fait de ces forces, de ces bâtiments des gardes-côtes. Alors, il faut savoir que le 1er février 2021, la Chine communiste a franchi un nouveau jalon dans le commandement de ses approches maritimes en promulguant une loi autorisant les gardes-côtes à faire usage de la violence, donc des armes légères si les circonstances d'infraction perçues l'exigent, en fonction de la nature du degré d'urgence, de l'affaire de leur propre jugement raisonnable. Donc, autrement dit, les gardes-côtes peuvent utiliser les armes directement, donc soit des armes légères, soit éventuellement des canons en cas de manquement grave. Et qui plus est, cette loi autorise l'agence à arrêter la construction ou à détruire des structures situées sur des éléments terrestres revendiqués par la Chine, c'est-à-dire tout ce qui est sur les îles Spratly. Il y a là en particulier un certain nombre, plusieurs îles sont occupées par le Vietnam et d'autres par les Philippines. Donc, que pourrait-il y avoir là? Le blocus permettrait évidemment de mettre à mal l'ensemble du commerce de Taïwan, par exemple, à ceci près que cela gênerait le commerce de tous les autres pays et provoquerait très certainement une réaction des États-Unis et de tous les pays qui commercent dans la zone. Possibilité de saturation par avion de la part de la Chine. Il faut bien voir que le détroit de Taïwan ou de Formose est un détroit de faible fond, donc tout à fait propice à une guerre des mines. Donc, comme vous voyez, ça protégerait les principales plages qui sont, la côte qui serait la plus propice à un débarquement. En revanche, de l'autre côté, là où il y a des grands fonds, la côte est plutôt et les fonds sont très accords, mais ce qui expliquerait aussi que la Chine développe des moyens de projection de puissance, c'est-à-dire des porte-avions et de force, des bâtiments de débarquement. À quoi d'autre pourrait servir une force amphibie aussi importante que celle dont est en train de se doter la Chine actuellement, avec 3 grands porte-hélicoptères d'assaut de 40 000 tonnes, c'est-à-dire à peu près 2 fois plus gros que ceux que la France a fait du type Mistral, et plus de 14 autres types de bâtiments de combat. Je vous rappelle aussi la possibilité d'intervenir avec des porte-avions qui sont vraiment faits pour faire de la projection de puissance à distance. Alors, donc là, je vous ai parlé des approches maritimes. Maintenant, la Chine a sa vision est de commercer avec le monde entier et d'accélérer son commerce. Il faut donc sécuriser les flux d'approvisionnement et les intérêts chinois dans le monde. Donc, la mission, c'est le contrôle et l'amélioration des chaînes logistiques, le maintien de l'ouverture des détroits, le soutien aux intérêts chinois outre-mer, comme cela a été fait au Yémen, entre autres,
l'exploitation des ressources maritimes et l'exploration duale des grands fonds, duale étant civil et militaire, la diplomatie navale, qui est quand même extrêmement importante, c'est ce qui lui a permis d'apprendre à naviguer en haute mer avec la lutte contre la piraterie dans l'océan Indien, l'évacuation de ressortissants, l'aide médicale avec des navires hôpitaux. Donc les moyens à ce moment-là au large, eh bien, écoutez, sont uniquement les moyens navals avec la marine de guerre et encore de fusiliers marins qui est en train de passer de 8 000 à 100 000 hommes. Hein, donc le fusilier marin, Marines aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Il lui faut de la logistique, donc des terminaux du haut, c'est-à-dire le collier de perles. Je vais revenir à dire 2 mots là-dessus, et des bases outre-mer dont elle a besoin, qu'elle va ouvrir petit à petit. La seule qui est réellement ouverte actuellement étant celle de Djibouti, mais Djibouti est sur la route qui mène à l'Europe. Le fameux collier de perles que vous voyez ici, et dans le journal Université des Relations internationales de Chine, le 7 septembre 2018, il disait des ports civils d'abord, militaires ensuite. Autrement dit, ce sont des ports de commerce qui sont contrôlés par la Chine, hein, certains pour 99 ans, hein, comme Hambantota au Sri Lanka, ici. Du fait du problème de la dette, beaucoup des pays ont accepté qu'on fasse des infrastructures, mais sont dans l'incapacité de rembourser quoi que ce soit, ce qui permet donc à ces ports, à la Chine de contrôler ces ports, et avec le contrôle de ces ports, d'aider éventuellement ces forces navales en mer. Si on regarde l'emplacement des ports, des bases, hein, celle qui est prévue et celles qui sont très probablement en cours d'installation, nous voyons d'abord la base de Djibouti qui est à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, le plus important pour rallier la Méditerranée avec Suez, et il y a actuellement Gwadar qui est l'aboutissement du corridor Chine-Pakistan, et les Pakistanais demandent à la Chine d'installer une base navale ici, et vous voyez que ce port est très proche du détroit d'Ormuz, sachant que la plupart des flux énergétiques de la Chine passent par le détroit d'Ormuz, et je dirais même plus de l'Asie. Vous voyez l'intérêt de cette base, d'avoir une base navale ici, avec une capacité d'intervenir dans la zone. Alors, la France, quels sont les enjeux pour la France? Eh bien, écoutez, vous voyez sur cette carte que la France est un pays qui est très présent dans l'océan Indien et qui est également extrêmement présent dans l'océan Pacifique. Donc, le seul moyen de joindre ces deux pôles, ce sont effectivement ces fameux détroits, les détroits indonésiens qui sont ici. Voilà, donc la France est très intéressée. C'est un pays riverain tout à la fois du Pacifique et de l'océan Indien. Il y a donc des intérêts très forts. Alors, un certain nombre d'incidents sont intervenus. Celui-ci a été très marquant, bien que la presse en ait relativement peu parlé. C'était le 7 avril 2019. La frégate Vendémiaire, qui est normalement basée à Nouméa, a franchi le détroit de Taïwan et a été interceptée par 2 bâtiments de guerre chinois. Sachant qu'elle se dirigeait vers Qingdao pour participer au défilé naval pour le 70e anniversaire de la marine chinoise, cela a frappé effectivement les esprits. La Chine a donc retiré l'invitation de la France, qui devait représenter le pays à la revue navale de ces 70e anniversaire de la marine chinoise. La France a réaffirmé diplomatiquement son attachement à la liberté de navigation conformément au droit de la mer, puisque d'après le droit de la mer, le détroit de Taïwan est un détroit international. Récemment, la France a envoyé un sous-marin nucléaire d'attaque, l'Emeraude, qui est allé dans l'océan Pacifique
Il a quitté Toulon le 20 septembre 2020 pour y rentrer le 7 avril 2021. Donc, il a fait escale dans un certain nombre de pays, ou pas beaucoup d'ailleurs, hein, puisque sur les 200 jours qu'il a passé en mer, il y a eu qu'il a passé hors de son port-base, dirais-je. Il a fait simplement escale à Perth et à Guam, la grande base américaine. Il aurait dû faire escale en Indonésie, mais l'escale a été annulée au dernier moment, très probablement sous la pression de la Chine. Plus récemment encore, au mois de mai, la coopération du Japon avec la France et les Américains a été accrue, puisque le groupe Jeanne d'Arc, hein, c'est-à-dire la force française, le porticoptère Tonnerre, la frégate Surcouf, ont fait des exercices en mer de Chine orientale et avec des Australiens, Américains et Japonais. Il y a même eu un débarquement de troupes, puisque pour cette manœuvre, le Tonnerre avait embarqué une 60aine de légionnaires et ils ont débarqué sur l'île de Kyushu. Voilà, donc tout ça toujours sous fond d'inquiétude croissante face à la montée en puissance de la Chine. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure à propos de la mission Marianne, c'est que c'est le président de la République française qui l'a signalé le jour où il a présenté ses vœux aux armées, avec la phrase suivante: en ce moment même, un sous-marin français manifeste l'attachement de la France au principe du droit de la mer, loin d'ici, en Asie. Voilà. Je vais arrêter là. Simplement, je vous rappelle que la France a signé un accord logistique avec le Japon, en particulier dans le domaine aéronautique. Voilà. J'en ai terminé. Donc, je passe la parole au suivant. Je pense que c'est la... Merci, commandant, pour cet éclairage particulièrement pertinent sur les enjeux en mer de Chine et plus globalement en Indo-Pacifique. Mon général, je vous laisse la parole pour nous évoquer la Chine et notamment la stratégie chinoise dans la mer de Chine. Merci. En général, il faut que vous remettiez votre micro, s'il vous plaît. Non. Là. Il faut que vous réactiviez votre micro, mon général, s'il vous plaît. Voilà, nous vous entendons. Vous pouvez reprendre. Non. Mon général, on ne vous entend pas. Mon général, il faut réactiver votre micro. Et là, vous m'entendez? Nous vous entendons, c'est bon. Ah, Dieu soit loué. Bien. Bien, écoutez, comme cela m'a été demandé, je vais vous présenter les applications de la volonté hégémonique chinoise sur les mers de Chine. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui compléteront ce que vient de dire le commandant Eudlin. Et je me suis strictement limité aux questions des deux mers de Chine et je n'ai pas le temps matériel de parler de la protection des approches puisque le commandant en a parlé. On va rentrer un petit peu dans les détails en commençant par la mer de Chine de l'Est. Alors, le commandant en a parlé tout à l'heure en parlant des îles Senkaku que vous voyez ici. Ce sont des îles qui sont en contentieux depuis le départ des États-Unis, du moins depuis qu'ils ont cessé d'utiliser les Senkaku comme polygone de tir d'essai pour leurs avions. Donc, le contentieux est extrêmement important et du côté de la Chine, la prétention chinoise se manifeste de plus en plus fortement depuis août 2012, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. En rouge, ce sont les pénétrations dans les eaux territoriales
japonaise, donc des Senkaku, et en bleu dans la zone contiguë. Tout ça avec l'action des gardes-côtes. Outre cela, le 23 novembre 2013, la Chine a annoncé la création d'une zone d'identification et de défense aérienne, comme vous le voyez sur le graphique qui est là, au-dessus de la mer de Chine de l'Est. Le problème de cette zone, de cette ADIZ en anglais, hein, de cette ADIZ, c'est que la Chine entend appliquer à l'intérieur de cette délimitation exactement les mêmes règles pour les aéronefs qui circulent même du nord au sud, les mêmes règles que ces avions pénétraient dans l'espace aérien chinois qui est délimité ici par les limites de la mer territoriale. Ce qui fait que nous avons une navigation internationale qui est otage des Chinois à cause de cette règle. Et compte tenu de l'importance qu'il y a à accorder à la sécurité des passagers ou même des cargos, eh bien, les compagnies internationales se plient à la volonté chinoise. Même les Américains ne réalisent que quelques incursions à l'intérieur de cette ADIZ pour quand même signifier que cette ADIZ, sur le plan du droit international, n'est pas tel que les Chinois la conçoivent, n'est pas acceptable. Ça permet en outre à la Chine de confirmer sa revendication sur une grande partie de la mer de Chine de l'Est, comme c'est ici, donc à l'est de la ligne médiane, comme normalement le propose la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, puisque nous sommes fermés. Passons maintenant à la mer de Chine du Sud. C'est un problème beaucoup plus compliqué. Là, vous avez un clin d'œil de la part des pays d'Asie du Sud-Est sur la façon dont ils voient cette hégémonie chinoise sur la mer de Chine du Sud. Alors, le commandant a parlé rapidement de ce tracé en 9 traits, devenu 10 traits. Ça, c'est la délimitation officielle chinoise de la mer de la prétention chinoise sur cette mer de Chine du Sud, ce qu'ils appellent ce que les pays d'Asie du Sud-Est appellent la langue de bœuf. Effectivement, il n'y a jamais eu de coordonnées indiquées, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter, puisque les Chinois savent, eux, très bien où sont ces limites, comme en particulier en témoigne l'appel d'offres que la compagnie nationale chinoise offshore a lancé il y a quelques années pour exploiter du pétrole en zone économique exclusive du Vietnam. Et on le verra tout à l'heure, ces limites, ces blocs, les limites de ces blocs s'arrêtent pile sur le tracé en 9 traits. Donc les Chinois savent très bien quelles sont les coordonnées. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas considérer que parce que c'est vague, il n'y a pas d'ambition sur cette mer. Donc les Chinois expliquent que c'est un partage équitable de la mer entre les territoires maritimes chinois, donc tous ceux qui sont au milieu, et les autres riverains. L'affirmation de la prétention commence effectivement à partir de 1974 et par la suite en 1988, lorsqu'il lance des opérations coup de poing en 1974 contre les Paracels. Il parachève la conquête des Paracels contre le Vietnam en 1974 et l'acquisition progressive de 8 structures rocheuses dans les Spratleys à partir de mars 1988. Et plus tard, ils investissent en avril 2012 Scarborough Reef, qui est en contentieux entre les Philippines et la Chine. Je ne rentre pas dans les détails de Zhongsha Tsintao, qui est un artifice tout à fait anormal dans la prétention chinoise, puisque les Chinois associent à Scarborough Reef, Macclesfield Bank, True Rochelle, etc., pour appeler ça l'archipel du banc du milieu, qui n'a aucune consistance sur le plan du droit international, puisque ça ne peut pas être un archipel. Cette justification donc est appuyée partout sur une interprétation abusive de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et c'est une prétention qui a été retoquée par la Cour permanente d'arbitrage dans son jugement du 12 juillet 2016, puisque les Philippines, le 22 janvier 2016, avaient déposé une plainte devant la Cour permanente d'arbitrage contre la Chine en raison des exactions que la Chine ne cesse de mener
en zone économique exclusive de la Thaïlande. Le problème, c'est que la Chine refuse le verdict en question, non seulement parce que elle a émis des réserves en signant, en ratifiant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais parce que depuis le début, elle sentait bien qu'elle allait être en tort. Donc, elle refuse tout en bloc. Elle est paradoxalement, comme le gouvernement philippin a changé, c'est le président Duterte qui a pris le pouvoir le 30 juillet 2016 à la suite des élections, et pour reprendre des relations détériorées par le gouvernement précédent avec la Chine, eh bien, dit carrément, on met le verdict, pas le verdict, le jugement, la sentence de la CPA, on la met sous le boisseau. Donc, du coup, la situation de tension reste inchangée en mer de Chine du Sud et elle s'aggrave. Elle s'aggrave surtout à partir du 6 mai 2009, quand le Vietnam et la Malaisie, d'un commun accord, d'une part, et d'autre part, le Vietnam avance selon les règles en vigueur données par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, leur prétention à plateau continental étendu dans ce qui reste de mer de Chine, de haute mer, une fois que les limites des zones économiques exclusives normales ont été tracées. Donc, du coup, les Chinois réagissent immédiatement et le 7 mai 2009 envoient leur protestation par note verbale à l'ONU. Et c'est là que se situe cette carte. C'est la première officialisation de la revendication chinoise sur la mer de Chine du Sud. Ça, c'est la carte authentique qui place la revendication de la mer de Chine du Sud, qui fait que la prétention sur un droit historique de la mer ne tient pas, puisqu'en 1947, même s'il y a eu publication de cette revendication dans des publications officielles chinoises, nationalistes à l'époque, ça n'avait jamais fait l'objet d'une revendication officielle. Donc la première revendication, elle date du 7 mai 2009 et elle fait que la revendication d'un droit historique sur cette mer ne tient pas. Il y a accentuation de la revendication par un ajout d'un 10e trait à l'est de Taïwan le 11 janvier 2013 et comme l'a dit le commandant tout à l'heure, ce qui fait que le tracé en 9 traits apparaît comme une frontière nationale chinoise. Donc la langue de buffle est assimilée à une mer territoriale. Alors il faut arrêter de se tortiller l'esprit pour dire ou essayer de refuser la réalité comme un cheval refuse l'obstacle en disant oui mais la Chine n'a pas déterminé, dit quelles étaient les coordonnées exactes du tracé en 9 traits. Ils sont là, ils existent, même si la définition n'est pas faite, il faut considérer qu'ils existent et que la prétention chinoise est vraiment une prétention en mer territoriale. Alors, sur le plan des techniques, eh bien, il y a différents moyens. Donc, comment se manifeste cette hégémonie sur cette base du tracé en 9-17? Donc, les revendications territoriales, je viens d'en parler. S'affichent également les prétentions exploitation pétrolière dans les zones économiques exclusives des riverains. Donc, voilà notre tracé en 9 traits en rouge, les délimitations des zones économiques exclusives en pointillés, et dans toutes les zones qui sont assurées ici, eh bien, la Chine considère que les États dont la zone économique exclusive est là, lorsqu'ils viennent travailler dans cette partie-là, viennent travailler dans une zone qui appartient à la Chine. Donc, à partir de là, la Chine mène depuis 2007 des pressions énormes sur les différents riverains de façon à les amener à faire cesser leurs accords de coopération avec les compagnies étrangères. Le premier qui a cédé, c'est BP en 2007, plus récemment Repsol en juillet 2017. Donc la Chine se livre aussi parfois des agressions délibérées, comme le montre cette image, où un bateau des gardes-côtes est venu rompre volontairement les antennes acoustiques linéaires du bâtiment de recherche 2D du bâtiment de recherche vietnamien. Il y a également des prétentions à exclusivité de la pêche dans la totalité de la langue de buffle, et donc chaque année, il applique un moratoire qui va du 1er mai au 15 septembre. Enfin, il y a des variantes selon les zones, puisqu'on voit ici qu'il y a différentes zones qui sont affectées par ce moratoire. Eh bien,
tous ceux qui viendraient pêcher dans ces zones-là pendant la période indiquée, qu'ils soient vietnamiens ou philippins, par exemple, qui sont considérés comme étrangers, sont susceptibles d'être sujets à des attaques, notamment de la part des gardes-côtes, puisque, comme l'a dit le commandant, les Chinois ont adopté une nouvelle loi sur la police maritime qui est entrée en vigueur depuis le 1er février de cette année. Donc, nous avons des États d'Asie du Sud-Est qui sont pris à la gorge, qui ne nous demandent qu'une chose, c'est d'avoir la paix pour pouvoir réaliser comme il faut, comme ils le souhaitent, leurs activités économiques dans les zones contestées par la Chine, mais dans leur propre zone économique. Et là, donc, ils prônent l'adoption d'un code de conduite. Et l'adoption de ce code de conduite est complètement illusoire. C'est ce que j'ai déjà écrit par 3 fois dans des articles à la fois sur DiploWeb et sur Asie 21, à partir du moment où la Chine considère ces secteurs comme des secteurs chinois. Même s'il y a un code de conduite, lorsque les Vietnamiens viennent travailler dans leur zone économique exclusive, les Malaisiens ici, les Philippins ici, eh bien, ce sont eux qui seront en tort. Donc, ce code de conduite est une complète illusion, une chimère, comme je l'ai écrit en 2014 dans DiploWeb. Et ça devient d'autant plus une chimère que les Chinois actuellement sont en train de travailler pour transformer leurs tribunaux maritimes internationaux qui jugent de litiges comme ceux que la Lloyd couvre actuellement, pour les transformer en tribunaux maritimes internationaux du même pied que la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, que le Tribunal international du droit de la mer à Hambourg, voire de la Commission internationale de justice. Donc c'est une illusion. Autre chose, les Chinois administrent la langue de buffle comme si donc c'était un territoire national chinois acquis définitivement. Et c'est la raison pour laquelle ils ont créé, il y a déjà quelques années, alors excusez-moi, je n'ai pas la date exacte en tête, la quasi-préfecture des Sancha. Sancha, ça veut dire les trois sables, on va dire plutôt les 3 bancs, que sont les Paracels, les Spratlys et Zhongsha Tsintao. Et donc, cette quasi-préfecture des Sancha a pouvoir d'administration sur la totalité de la langue de buffle, sachant que cette quasi-préfecture est sous la gouvernance du gouvernement de la province de Hainan. Et on arrive à de plus en plus d'activités de civilianisation de cette zone, d'administration. Comme l'a dit le commandant tout à l'heure, il en a parlé dans sa présentation, les Chinois aggravent les perspectives de liberté de la navigation depuis la création, la mise en vigueur, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la police maritime le 1er février 2021. Tout le problème vient de ce que, à partir du moment où la Chine considère la langue de buffle comme une mer territoriale, eh bien, la Chine tente d'y faire appliquer ses lois sur la navigation dans la mer territoriale, ces lois de 1992. Donc, la navigation commerciale n'est pas troublée pour l'heure, elle pourrait l'être un jour, mais en tout cas, la navigation militaire, elle l'est. Et donc, les gardes-côtes sont autorisés à tirer sur tout suspect, aussi bien par armes légères que par armes de bord, et même à faire démanteler des installations non autorisées. Donc, c'est ce qu'a dit le commandant. Et pour illustrer un petit peu, eh bien, supposons que un jour les Chinois décident que ONGC et Petro-Vietnam sur les 2 blocs qui ont été attribués à ONGC dans la zone économique exclusive vietnamienne contreviennent, cette installation contrevient à la loi chinoise, eh bien les gardes-côtes pourraient être autorisés à la faire démanteler, de même que les installations vietnamiennes sur l'île Spratlys ou Philippines sur Titou. Et pour finir, mais là je ne vais pas m'attarder, je vais simplement rappeler quelque chose d'important, c'est le contrôle de la mer de Chine du Sud par des moyens militaires. Donc il y a toutes les activités de militarisation de cette mer avec 2 objectifs, impressionner les riverains et parer à la menace américaine. Donc là, nous avons une photo de Woody Island, l'île boisée, de l'époque où la France était protectrice de l'État d'Annam, de l'Annam et du Tonkin, puisque Paracel appartenait à l'Annam. Donc les Chinois ont militarisé. Il y a une piste de 3000 mètres qui permet
de faire décoller, d'atterrir des avions de chasse. Et puis, il y a toutes, voilà, quelques photos des îles Spratleys, des hauts fonds. Hein. En fait, il y a 3 rochers qui ont été aménagés, mais tout le reste, les 5 autres, ce sont des hauts fonds que la Chine a restitués. Ce sont des anciens atolls que la Chine a reconstruits en les surélevant par rapport à leur position du fond de la mer. Alors voilà ces hauts fonds, ces rochers, ces hauts fonds qui ont été conquis par la mer, par la Chine à partir de 1988 et qu'ils ont renforcés. Donc il y a 3 sites qui ont des pistes de 3000 mètres, Fiery Cross Reef, Sully Reef, Mischief Reef. Et donc vous allez voir, pour illustrer et terminer ce bref passage, comment les Chinois ont ressuscité un atoll pour en faire une base militaire. Ça, c'est Mischief Reef. Mischief Reef qui se trouve au large des Philippines, en zone économique exclusive, qui est un haut fond. Donc, sur les hauts fonds, aucun pays ne peut avoir souveraineté. Un haut fond fait partie de la haute mer, c'est une surélévation, mais personne ne peut afficher de souveraineté sur un haut fond. Ce que font les Chinois. Eh bien, en 1995, sous le prétexte d'abriter leurs pêcheurs, ils sont venus installer d'abord ces petites bicoques là, ici. Et puis, ils l'ont étendu ici progressivement. On voit bien que c'est un haut fond puisque tout ça est surpiloté. Voilà ce que c'est devenu en 1999. Et voilà ce que c'est devenu en 2017 avec une piste d'aviation de 3000 mètres, des radars, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez un complément d'information, je vous invite en particulier pour rejoindre un petit peu ce qu'a dit le commandant sur la protection des approches de la mer, de la Chine par la mer. L'article que j'ai écrit dans Asie 21 qui s'appelle « Avant que le verrou taïwanais ne saute ». Je vous remercie de votre attention. Merci, mon général, pour cette présentation particulièrement pertinente. Et donc, je cède désormais la parole à M. Hung pour répondre à la question du que faire. Que faire notamment pour l'Europe. Merci. OK. Monsieur le tueur, Monsieur Amelot, et Monsieur le commandant, Monsieur le général, Mesdames, Messieurs, merci pour l'inviter de participer à cette conférence. Et vous m'honorez en acceptant de partager mes observations sur les mers de Chine. Et mon intervention peut être divisée en 5 parties. Premièrement, je vais parler de la situation actuelle en mer de Chine dans le contexte de la compétition sino-américaine. Deuxièmement, je vais analyser les rapports stratégiques proposés par les pays européens qui font. Et troisièmement, je traiterai des défis auxquels les pays européens font face actuellement en mer de Chine. Quatrièmement, je vais essayer de donner quelques évaluations pour l'avenir. Finalement, je ferai une conclusion pour souligner les objectifs les plus importants à atteindre pour l'Europe. Donc, les mers de Chine sont des zones maritimes à haute valeur stratégique. Au niveau mondial, elles représentent non seulement la route commerciale maritime essentielle, mais aussi de riches ressources naturelles sous-marines. C'est pour ça que depuis longtemps, elle est un champ de bataille pour les grandes puissances. À l'heure actuelle, on constate augmentation des tensions entre les États-Unis et la Chine. Et les États-Unis ont souligné que les mers de Chine sont des eaux internationales. Ils ont effectué des opérations de liberté de navigation
pour défendre le fait que tous les pays ont le droit de naviguer librement en mer de Chine méridionale. Et on voit aussi le 13 juillet 2020, l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a également déclaré publiquement pour la première fois que les revendications territoriales de la Chine étaient totalement illégales. En revanche, la Chine se fonde, comme Monsieur le général et Monsieur le commandant a déjà mentionné, sur les revendications de la ligne en 9 degrés et affirmant que la plupart des îles de la mer de Chine appartiennent au territoire chinois. Et la Chine qualifie le comportement de la marine américaine de provocation et de violation de la souveraineté chinoise. Pour répondre, elle a ainsi débuté des exercices militaires dans la zone. Donc, la concentration de forces armées dans un espace restreint augmente la probabilité d'un incident et cela représente un risque concret d'escalade militaire. Et dans ce contexte, par rapport à la discussion du passé, nous constatons que les pays européens ont commencé à accorder plus d'attention à la question des mers de Chine ces dernières années. Et comme vous le voyez, depuis 2018, plusieurs pays européens, y compris la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Conseil européen, ont publié leurs documents stratégiques. Et on peut trouver des points communs à travers ces documents. Le premier point commun, c'est les mers de Chine sont cœur de la stratégie Indo-Pacifique et jouent un rôle essentiel pour l'économie et la prospérité des pays européens. Et le deuxième point commun, c'est la compétition stratégique entre les grandes puissances est la plus visible dans les mers de Chine. Les pays européens montrent leur inquiétude sur les travaux de la politisation à grande échelle et la militarisation des archipels contestés qui ont modifié le statu quo et augmenté la tension. Et le troisième point commun, c'est que les pays européens espèrent résoudre le problème de mer de Chine par le multilatéralisme. L'ordre international fondé sur des règles est toujours une croyance commune pour l'Europe. Et le quatrième point commun, c'est que les pays européens montrent leur volonté de travailler avec des partenaires et des pays au but similaire, c'est-à-dire que les pays comme l'Australie, le Japon et les pays de l'Asie du Sud-Est. Finalement, c'est la plupart des documents évitent de nommer et de faire honte. Au lieu de mentionner explicitement les suspects comme la Chine, ils soulignent les défis pour la stabilité de la région. En un mot, cet événement nous montre que l'Europe a commencé à réagir et ces documents stratégiques sont les premiers pas et ils renvoient aussi à une grande flexibilité pour ne pas limiter une liberté de manœuvre. À mon avis, même si on a établi des documents stratégiques, il nous reste quelques défis à combattre pour l'Europe. Le premier défi, c'est la réactivité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut répondre à temps quand un élément d'urgence a lieu dans les mers de Chine? Par exemple, si la force navale chinoise bloque le passage du détroit de Taïwan, les États-Unis sont capables d'intervenir très rapidement et directement par ces forces aériennes et navales basées au Japon et en Corée du Sud. En revanche, comme la plupart des pays européens ne disposent pas de moyens dans la région, la distance devient un grand problème pour eux. C'est très loin du continent européen. Si on prend un trajet direct entre Paris et l'île de Taipei, l'île de facto contrôlée
par Taïwan, ça fait environ 11 800 km. Et si on veut aller encore plus loin pour Tahiti, en Polynésie française, ça fait encore 11 000 km. Évidemment, ça sera beaucoup plus long si on prend un bateau. Si on fait partie d'un bateau de Toulon, il faudra plus de 30 jours de mer continue sans escale pour arriver sur place. Et on a aussi constaté que l'armée de l'air de la France a mené des exercices de longue distance pour résoudre ce genre de problème. Et l'objectif est de projeter 20 rafales en 48 heures sur Indo-Pacifique en 2023. Mais même si on est capable de le faire, ceci entraîne une lourde charge en termes de logistique et de la maintenance. Et tout cela nous montre la tyrannie de distance est un grand enjeu pour l'Europe. Et la deuxième défi, c'est la crédibilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut répondre avec des moyens appropriés? Parce que les États-Unis et la Chine disposent aujourd'hui des moyens plus performants, plus nombreux. Et cela non seulement dissuade les ennemis potentiels, mais aussi renforce leur crédibilité dans la région. Cependant, il me semble que les pays européens ne disposent pas de moyens suffisants pour faire face à ce challenge. Après le Brésil, la France est le seul pays membre de l'UE qui a des moyens dans la région. Mais comme vous le voyez sur le tableau, ce sont des petits plafonds comme le FECA de surveillance, des bâtiments de soutien et des patrouilleurs. Ce sont des bateaux peu armés seulement pour régler les problèmes comme le terrorisme. C'est évidemment insuffisant quand on fait face à la force navale de Chine. Donc, pour le moment, l'Europe ne se permet pas de faire des missions plus militaires. Et le troisième défi, c'est l'uniformité. C'est-à-dire, est-ce que les pays européens peuvent réagir dans un même cas? Aujourd'hui, on voit les Américains voulaient l'OTAN devienne le principal mécanisme pour les sujets traités en mer de Chine. Pourtant, les discours du président Macron montrent que la France a clairement d'autres points de vue. Et cela me donne l'impression qu'il y a une incohérence que les pays occidentaux n'ont pas réglée. Si l'Europe rejette l'OTAN comme le cas de l'intervention, quelle est l'alternative? On va coopérer avec les pays membres de Quad ou tout simplement via des coopérations bilatérales. Et le quatrième défi, c'est la solidarité européenne. C'est-à-dire, est-ce que les pays européens peuvent trouver une position commune sur l'autonomie stratégique et la Chine? Premièrement, quand on parle de la notion de l'autonomie stratégique de l'Europe, le président français préfère une autonomie européenne en termes de la politique de défense. Mais la ministre allemande choisit une ligne plus pro-l'OTAN et plus pro-américaine. Et deuxièmement, je pense que ce qui est le plus important, ce sont les attitudes des pays membres de l'UE vers la Chine. Les Allemands avaient promis d'envoyer une frégate pour participer à un exercice conjoint avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas cet été, mais selon un reportage de Chatham House, au lieu de joindre les pays européens en Indo-Pacifique, la frégate allemande effectuera désormais une visite portuaire à Shanghai. Comme cette visite devra avoir lieu avant que la frégate entre dans la mer de Chine méridionale, ça nous donne l'impression que l'Allemagne a en fait demandé la permission à la Chine. Donc, au lieu de protéger la liberté de navigation en mer de Chine, Berlin semble choisir une ligne complètement différente. Et sans parler des pays de
que l'Europe centrale et orientale, qui ont aussi des positions différentes sur la Chine. Tout cela montre une grande confusion aux pays riverains comme Taïwan sur la détermination de l'Europe à défendre les valeurs et les droits en mer Chine. Donc, si l'Europe va jouer un rôle plus considérable dans l'avenir, je pense qu'il faut prendre les éléments suivants en compte. D'abord, c'est plus d'attention. C'est-à-dire que les activités comme l'exercice commun et passage des mers contestées servent non seulement à affirmer l'attachement à la liberté de navigation, mais aussi fragiliser les pouvoirs de la Chine sur ces mers. Et je pense que la France est le seul pays qui peut projeter sa puissance dans l'Indo-Pacifique. Donc, elle peut jouer un rôle de pionnier. Et la deuxième chose, c'est plus de coordination. Il est indispensable de coopérer avec les États-Unis, surtout après l'arrivée au pouvoir de Biden et son discours America is back. Et les éléments récents nous montrent les leaders occidentaux ont remis l'accent sur le multilatéralisme. Et si on ne souhaite pas l'OTAN comme le mécanisme principal, on peut multiplier les coopérations avec le Quad. En fait, ce genre de coordination est en train de se passer. Comme le tableau nous le montre, depuis le début de cette année, la France a déjà réalisé plusieurs exercices avec les pays du Quad. Et il faut le continuer. Et ici, je voulais mettre le rôle de Taïwan en avant en mer de Chine. Oui, il est vrai que la Chine et Taïwan partagent une position similaire dans les mers de Chine. Et cette similarité reflète les difficultés politiques et historiques au sein de Taïwan. Mais la plus grande différence entre la Chine et Taïwan est qu'est-ce qu'ils ont réellement fait en mer de Chine. Taïwan ne cherche jamais la militarisation des îles contrôlées, même si le gouvernement de Taipei n'est pas un signataire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il s'est toujours aligné la Convention. Et de plus, Taipei est en train de faire à des menaces sérieuses proposées par Pékin. Comme la figure à gauche vous le montre, le 15 juin, soit 2 jours après, le G7 a souligné l'importance de la paix et de la stabilité dans le territoire de Taïwan. Taipei a fait état de la présence de 28 avions chinois dans les environs de l'île. Et en 2020, il y a eu 2900 sorties chinoises autour de l'île. Et en mai dernier, Taïwan est qualifié comme l'endroit le plus dangereux de la Terre par l'économiste. Je trouve que c'est un peu trop exagéré, mais la tentative chinoise de contraindre et de déstabiliser Taïwan est très apparente. Donc, cela quand même renvoie au statut clé de Taïwan dans les problèmes en mer de Chine. Donc, si on partage les mêmes valeurs et faire aux mêmes menaces, l'Europe devrait prendre Taïwan en compte dans sa stratégie en mer de Chine. Dans le passé, la politique des pays européens sur Taïwan était l'économie avant tout. Mais pour ne pas mettre la Chine en colère et endommager les intérêts économiques, la plupart des pays européens ont choisi le profil bas. Mais aujourd'hui, si l'Europe veut mieux gérer le problème dans les mers de Chine, l'inclusion de Taïwan dans le domaine sectaire est nécessaire. Sous la pression de Chine,
Je pense qu'on peut envisager les coopérations dans les domaines de l'aide humanitaire en mer et le soutien logistique pour des bâtiments. Surtout que Taïwan a des systèmes français, comme l'avion de combat Mirage 2000 et le frégate à la place Lafayette. Cela va donner une signification politique plus large au-delà du soutien logistique. Et pour conclure, je pense que la politisation en mer de Chine nous montre que, au lieu de rejoindre le système libéral des pays occidentaux, la Chine est en train de créer son propre ordre mondial. Et pour l'Europe, il est temps de évaluer leur politique de la Chine. En mer de Chine, région dominée depuis longtemps par les États-Unis, l'Europe fait face à des problèmes de confiance et de crédibilité aux yeux des pays riverains comme Taïwan. Donc, je pense que l'Europe devrait avoir une stratégie réalisable basée sur les capacités dont l'Europe dispose pour régler les revendications de Pékin. Et on peut chercher à maximiser les effets de levier. Cela s'est fait par des exercices conjoints et des accords de coopération avec les pays riverains. Par ces activités, l'Europe pourra affirmer un certain nombre de désapprobations vis-à-vis des revendications de la Chine. Et l'union fait la force est une idée très simple, mais sa réalisation n'est jamais facile. Les intérêts nationaux sont souvent privilégiés par rapport aux intérêts européens. On le sait bien quand on revoit l'histoire de la Constitution européenne. Et je pense que les maires de Chine sont un nouveau fer de lance dans la solidarité européenne. Pour éviter la stratégie de diviser pour mieux régner de Pékin, les pays européens doivent trouver une position commune. Finalement, on a récemment entendu le thème de la seconde croisade qui sert à contrôler et contrer la Chine. Pour moi, cette nouvelle croisade ne sera pas religieuse ou impériale, mais au nom des valeurs comme la liberté de navigation et l'ouverture de la mer. Cette alliance des valeurs sera la meilleure façon de délégitimer les discours de Pékin en mer de Chine. Merci pour votre écoute. Merci, M. Hong, pour votre pertinente présentation. Quelqu'un a-t-il une question pour amorcer le débat? Oui. Vous écoutez. Oui, bonjour. Je suis Patrick Chevalreau, ancien secrétaire général de la mer et ancien attaché de défense à Londres. Et je voulais remercier les... Qu'est-ce qui se passe? Votre micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, excusez-moi. Oui, je suis Patrick Chevalreau, ancien attaché de défense à Londres et ancien secrétaire général adjoint de la mer. Je voulais remercier tous les intervenants pour les excellentes présentations qui ont été faites et je voulais réagir plus particulièrement à celle, et brièvement, à celle de M. Zhuiming Hong. Je pense qu'il a dit des choses très pertinentes. S'agissant de l'Union européenne, je crois qu'il y a un problème de crédibilité. Et c'est sans doute très bien de publier une stratégie, mais la question est de savoir ce qui se passera ensuite. J'ai personnellement des doutes sur la possibilité de l'Union européenne à aller beaucoup plus loin que l'émission d'une stratégie européenne. Et je pense que la solution ou les solutions existent peut-être effectivement dans des coopérations bilatérales ou multilatérales plus appuyées.
Par ailleurs, l'Union européenne, elle ne peut pas agir seule. Il y a dans l'équation de l'approche de l'Union européenne sur la question des mers de Chine la donnée américaine, évidemment. Donc, le positionnement de l'Union européenne par rapport à la stratégie américaine va être central. Il y a un dernier élément que je voudrais mettre sur la table, c'est le cas du Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni n'est plus un pays de l'Union européenne avec le Brexit, mais en termes de crédibilité, le Royaume-Uni a une marine et a des moyens qui sont à peu près analogues à ceux de la France. Donc, s'il y a deux puissances européennes crédibles sur ces questions maritimes internationales en Asie du Sud-Est, c'est bien la France et le Royaume-Uni. Donc, je dirais que malgré le Brexit et malgré la pollution politique que le Brexit génère dans les relations entre Londres et les capitales européennes, il faut surtout maintenir cette coopération de défense et militaire avec le Royaume-Uni parce que c'est avec ce pays-là, je crois que Paris pourra faire preuve de crédibilité. Merci, Amiral. Monsieur Huhn, vous voulez répondre un mot? Oui, merci pour cet échange. Et je pense qu'il n'y a pas une solution simple parce que c'est toujours difficile d'unir les pays européens, surtout après le Brexit. On voit pas un moyen concret pour trouver une position commune. Et surtout, c'est une position, on peut faire quelque chose en Indo-Pacifique. Et je suis d'accord avec vous, oui, on peut coopérer avec la Grande-Bretagne. Mais c'est le mécanisme, toujours me pose la question, c'est-à-dire comment on peut trouver une mécanisme régulier pour intervenir en Indo-Pacifique, surtout en mer de Chine. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous souhaitiez poser une question? Très bien, merci. Alors, je suis François Hou, ambassadeur de Taïwan en France. Ce n'est pas une question que je souhaiterais poser, mais plutôt une addition, un commentaire. Premièrement, moi, je vois plutôt d'une façon différente le rôle de l'Union européenne militaire dans la région. Alors, la menace chinoise est très, très réelle, mais en même temps, espérer l'Union européenne jouer un rôle comme les Américains, ce sera, je pense, pas très faire face à la réalité. Pour moi, le rôle de l'Union européenne, le rôle de la France et du Royaume-Uni, comme nous venons d'indiquer, sera plutôt un rôle d'appui sur, par exemple, l'alliance nippono-américaine. Et donc, c'est ce que l'Union européenne ou la France, l'Angleterre est en train de faire et ce que nous avons vu tout à l'heure en voyant la France essayant de coopérer avec le Japon et les États-Unis. Ce que l'Union européenne doit faire, moi maintenant, je pense, c'est plutôt des messages politiques envoyés à la Chine pour dire si jamais la Chine franchit la ligne rouge, utilise des moyens militaires contre ses voisins, l'Union européenne répondra avec des actions politiques très, très fermes et très, très fortes. Première chose. Alors, deuxième chose, j'aimerais bien dire aussi, j'ai été très content de voir Monsieur Eulin, général Eulin, parler un peu d'histoire de Taïwan et parler de l'ambition chinoise. Mais vous avez utilisé le mot réunification. Alors, c'est quelque chose que je suis en train de dire. Réunification, c'est un mot que la Chine a réussi
à installer à tout le monde entier en disant que Taïwan les appartient depuis l'éternité. Est-ce que ce n'est pas vrai? Parce que déjà, le Parti communiste chinois n'a jamais contrôlé Taïwan. Et si nous regardons l'histoire de Taïwan, il y a aussi une histoire européenne, les Hollandais, les Espagnols, il y a aussi une histoire japonaise. Donc, si les Chinois peuvent revendiquer Taïwan en se basant sur cette histoire, ben, les Européens peuvent aussi le faire. Je ne vais pas oublier de dire aussi la France avait aussi une petite histoire de quelques mois à Taïwan. Donc, pour moi, ce mot de réunification, ce n'est pas la réalité. Et puis, on entre dans le jeu de la Chine en disant qu'ils ont certains droits de revendiquer Taïwan et puis après d'user la force. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un mot, c'est intégration de Taïwan, des autres endroits. Et c'est en se basant sur ça qu'on va pas entrer dans le jeu chinois. Et puis, pour dire que ce que la Chine est en train de faire, c'est plutôt une menace de la paix du monde. Voilà, c'est quelques commentaires que j'aimerais bien le dire. Et je remercie les trois intervenants qui ont parlé très clairement et puis des analyses très claires sur la situation très, très grave qui est en train de se passer en Extrême-Orient. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vais peut-être passer la parole au commandant Eudeline pour deux choses. Peut-être répondre sur cette question sémantique, mais peut-être aussi, alors sans relancer la conférence, parce que nous devons terminer, peut-être aussi vous entendre, mon commandant, sur les capacités navales françaises et donc effectivement le rôle que, puisqu'on l'a dit, seule la France et le Royaume-Uni ont aujourd'hui des capacités navales significatives en Europe. Quel rôle vous verriez-vous pour un pays comme la France? Alors évidemment, encore une fois, c'est une question complexe à traiter en peu de minutes, mais est-ce que vous pouvez esquisser une idée ou deux, s'il vous plaît, mon commandant? Je voulais d'abord dire un mot à monsieur l'ambassadeur et je le remercie pour ce qu'il a dit parce que je voulais dire exactement cela dans ma présentation, mais j'avais coupé en me disant que ce serait trop long que d'expliquer l'histoire de Taïwan. Mais vous avez exactement... c'est très intéressant parce que vous avez dit exactement ce que je voulais dire en supplément. Donc, je vous en remercie. Les capacités navales de la France. Alors, les capacités navales de la France, eh bien, écoutez, elles ne sont pas si grandes que celles-là, il y a effectivement, comparé à la marine chinoise, nous ne sommes absolument pas dans ce domaine. En revanche, la France a des bases locales, comme je l'ai montré tout à l'heure, aussi bien en océan Indien que dans l'océan Pacifique. Donc, il y a une possibilité. Je vous rappelle que pendant la guerre du Pacifique, Nouméa et la Nouvelle-Calédonie étaient une grande base logistique américaine à l'époque de la guerre des États-Unis contre le Japon. Voilà, donc il y a des emplacements qui sont extrêmement forts, mais et il y a aussi autre chose, c'est le fait d'appartenir à l'OTAN. Alors, beaucoup de gens disent que l'OTAN, dont notre président dit que l'OTAN n'a rien à voir dans l'Atlantique, n'a rien à voir dans le Pacifique, pardon, puisque c'est une alliance atlantique. C'est certes vrai, n'oublions pas que l'OTAN est quand même intervenu en Afghanistan, donc on a déjà dépassé les frontières territoriales habituelles. Mais il y a surtout une chose qui est extrêmement importante dans l'OTAN, ce sont les doctrines d'emploi qui sont partagées. Et là, quel que soit l'adversaire, ces doctrines d'emploi sont parfaitement adaptées et elles ont fait leurs preuves un petit peu partout. Donc voilà, c'est ce que l'on peut dire. Le problème avec l'Europe, c'est que effectivement, comme le disait Monsieur l'ambassadeur, l'Europe n'a pas. L'Europe est les pays de l'Union européenne ont des approches historiques extrêmement diverses et ont très peu d'expérience maritime, à l'exception des Pays-Bas, qu'il ne faut pas oublier, à l'exception de la Grande-Bretagne et de la France, voilà, qui sont effectivement les trois seules forces, mais qui sont bien faibles comparées à ce qui est de la force chinoise. Donc, c'est effectivement les alliances qui sont importantes.
des soutiens, des bases logistiques et une participation éventuelle à des opérations. Mais les opérations ne sont pas toujours des opérations de guerre. Je vous rappelle que les opérations de renseignement et d'information, comme celle qu'a menée, entre autres, l'Emeraude, le sous-marin nucléaire d'attaque Emeraude, sont d'une importance primordiale pour l'avenir. Merci, commandant. Mon général, vous souhaitez peut-être intervenir? Oui, je voulais intervenir justement sur cette question de l'intervention de l'Europe. Je pense que là où on peut risquer d'avoir beaucoup plus d'impact que de recourir à la menace militaire qui est limitée, comme vient de le dire le commandant, il faut attaquer sur le plan juridique au niveau de l'ONU, pas directement face à la Chine. On peut envoyer des notes de protestation à la Chine, ça ne servira à rien du tout. C'est au niveau de l'ONU qu'il faut attaquer. Et le courage, l'Europe, certains pays européens ont eu le courage l'an dernier d'envoyer des notes verbales à l'ONU pour protester sur la façon dont les Chinois intervenaient contre les Malaisiens dans leurs opérations de recherche sismique dans leur zone économique exclusive. C'est à coup d'actions juridiques telles que celle-là qu'on finira peut-être par ébranler un petit peu la Chine et qu'elle finisse par admettre que la liberté de la circulation dans les deux mers est totale et conforme aux droits de la mer. Le problème, c'est qu'on va avoir des difficultés à lui faire abandonner son tracé en 9 trains. Mais c'est à force de coups de boutoir tels que ceux-là, en permanence, sans désemparer, on arrivera peut-être à faire quelque chose. Il faut que ça se passe au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors effectivement, la Chine, qui soutient un certain nombre de pays à coup de subventions, trouvera des appuis. Et là, le droit de veto au niveau du Conseil permanent de sécurité. Mais il n'empêche qu'il faut arriver à faire bouger les choses sur le plan juridique et politique, pas au niveau entre Européens et Chinois, parce que les Chinois n'ont rien à faire, mais au niveau international, au niveau de l'ONU. Voilà ma proposition. Merci, merci mon général. Nous allons en finir, parce qu'on a légèrement débordé sur notre temps initial, mais merci infiniment pour ces échanges passionnants. Je retiendrai peut-être quand même une chose de ce qu'a dit M. Huhn, c'est-à-dire il a insisté sur la fameuse devise européenne de l'union fait la force. Il faut la renverser, se demander parfois dans quelle mesure la force n'aide pas à l'union. Or, il a été suffisamment dit, notamment par le commandant Hudlin, que la force est aujourd'hui très largement ou très insuffisamment, enfin, les pays européens n'en ont pas suffisamment, donc c'est un vrai sujet d'inquiétude pour nos amis asiatiques et notamment taïwanais, compte tenu de ce qui se passe dans la zone Indo-Pacifique, mais pour nous aussi naturellement. En tout cas, mille merci à vous trois, messieurs, pour ces échanges passionnants. Merci à tous les participants qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure. Nous vous souhaitons maintenant un très bel été et comme nous vous l'avons dit tout à l'heure en commençant, nous poursuivrons nos travaux sur ces thématiques-là au deuxième semestre, à la rentrée et cet hiver. Donc, rendez-vous bien volontiers à ce moment-là. En attendant, très bel été à tous. Merci infiniment. Merci. 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 Merci beaucoup pour votre invitation. Au revoir tout le monde. Merci mon général. Au revoir. À bientôt. Bravo, Monsieur Hong. Merci. Oui, monsieur Hong, merci pour votre intervention.